Merci à tous d'être là pour la présentation du numéro 30 de Perspectives Libres, Identité. Je sais qu'on me reproche assez souvent de maltraiter ce thème. Vous allez voir qu'il n'est pas si maltraité que ça. Je vous propose de faire la chose suivante. Je vais d'abord vous présenter en 2 mots le numéro en lui-même. Ensuite, je vais vous proposer la contribution que j'y ai faite, et à la fin, je gloserai sur quelques notions de fond qui ressortent de cette contribution. D'accord? Donc, c'est à la fois l'article que j'ai commis et également quelques divagations, comme j'aime à le dire, je folâtre un peu dans mes pastels. Voilà. Ce numéro identité est parti de l'idée de mes équipes de mettre en avant toutes les thématiques néo-identitaires, celles que certains d'entre vous ont entendu parler sous l'angle du mouvement dit woke. En réalité, les véritables penseurs, parce qu'il y en a quelques-uns du mouvement woke, ont été très peu traduits en France. Alors vous me direz, on a déjà suffisamment de leurs épigones pour avoir les planeteurs, hein, parce que on a déjà les peintures lurées en bleu, si en plus on doit avoir l'inventeur de la teinture, ça fait bon. Je l'entends bien volontiers. Néanmoins, à titre personnel, je refuse, en tout cas pas dans mes rangs, que l'anti-wokisme devienne la cause de ceux qui ont tout trahi. Parce que taper sur les cheveux bleus, c'est assez facile, comme j'ai l'habitude de le dire, non sans une pointe de méchanceté, mais il y a de vrais morceaux de méchanceté dedans. Tirer sur une ambulance, ce n'est déjà pas courageux, mais mitrailler un corbillard, c'est une faute. Le wokisme n'est pas une des causes de la décadence de l'Occident, il n'en est que l'un des bourgeons. C'est une conséquence. Et nous avons mis frontalement certains intellectuels, pour la plupart américains, mais également il y a beaucoup d'intellectuels de pays germaniques qui sont woke face aux anti-woke pour essayer d'avoir un dialogue un tout petit peu plus construit que le sempiternel sale gauchiste, sale facho, homme soja contre amateurs de barbecue. Évitons, surélevons nos penchants culinaires. Ça a donné ce numéro, dans lequel d'ailleurs des camarades français ont participé. Je pense à David Antonelli, qui lui a vu la question identitaire entre ses racines personnelles, vu qu'il est à la fois israélien et corse. Et on peut être coiffeur astronaute, on peut être ce que vous voulez aujourd'hui. Ou mon camarade Loïc Chéniaud. À titre personnel, j'ai commis le texte suivant, ce qui doit aller de soi. Hommage à peine voilé à Baudrillard, qui écrivait « Nous nous battions pour la souveraineté, nous nous battions pour la gloire. Aujourd'hui, nous nous battons pour l'identité, nous nous battons pour ce qui doit aller de soi. Mais quand ça ne va plus de soi, ça ne va plus du tout. » Hannah Arendt écrivait « Pour être confirmé dans mon identité, je dépends entièrement des autres. » Et si l'identité n'est pas une pathologie, là, j'entre en scène. L'identité n'est pas une pathologie, mais il y a des pathologies d'identité. Omniprésent dans les débats, le spectre identitaire suinte de toutes les plaies. Invérifié car invérifiable, indéfini car indéfinissable. Il permet de gloser sur du vide et de brasser du vent. Chacun y va de son exhibitionnisme au nom de la société du « venez comme vous êtes », à condition de rester dans la case que le dispositif global a voulu pour vous. Chaque débat, chaque fait divers, chaque parole déviante fait remonter un univers disparate de fantasmes, d'images d'Épinal, de réflexes pavloviens, qui engendre une débauche de palabres
par tout ce qui pose sans peser. Une vague de fond qui brasse de la vase et qu'on ose en ces temps d'inversion appeler identité. Des suprémacistes noirs et de leurs pharaons électriciens, aux petits blancs se pensant croisés contre le bolchevisme et l'orthodoxie asiato-slave allant mourir en Ukraine, des droits de l'homiste petits bourgeois ignorant que leur perpétuelle volonté d'être du bon côté du manche nécessite le travail de 5 ou 6 esclaves, chacun dans l'ancien tiers-monde, aux champions de Scrabble qui rajoutent chaque semaine des lettres au calendrier dolosif des minorités opprimées, l'Occident croule sous une masse de délire indifférenciés qui, rassemblé, lui renvoie son propre syndrome de glissement. L'ancien droit à l'indifférence, fils de la conception des peuples libres, selon laquelle un homme ne vaut que par ses actes, s'est effacé devant un droit à la différence, père des tribus géniardes et des individualités meurtries. C'est contre-intuitif, mais l'identité n'est pas d'abord ce qui nous permet d'être nous-mêmes face aux autres comme certains le pensent. Elle est surtout la part de l'autre. Elle est surtout la part de l'autre et de nous-mêmes, en nous. L'identité, c'est l'identification et la singularité, le code-barre et le portrait, le moi-peau et le moi-je. L'identité qui permet l'identification, la classification, la taxinomie, l'algorithme. C'est ce qui est en nous, mais pas de nous. C'est la lignée, l'hérédité, le conditionné, ce qui à travers les âges nous vient des nôtres et dans la quotidienneté de la société, le plus souvent sinon à notre insu, du moins sans que nous en ayons pleinement conscience. Ces bribes de vie passée, de gestes hors d'âge, fruits des climats, des paysages, des mœurs, du travail des mains, des larmes partagées, des réussites achevées, des malheurs exemplaires, font notre arrière-fond mental et le socle de notre sûreté de nous-mêmes. Cela n'implique ni que nous soyons des êtres d'industrie, ni que la singularité n'existe pas. La personne existe, l'individu individué existe, et sa marque négative ou positive qu'est l'individualisme existe et a toujours existé, dans des proportions et expressions variables dans toutes les cultures. Les termitières humaines n'ont pas existé, et si elles advenaient, ce serait aujourd'hui par la maîtrise des marques extérieures de l'identité-identification qui sont quantifiables, mesurables, calculables et donc prédictibles. Or, ce sont les sociétés dites holistes, comme on dit avec mépris aujourd'hui, qui ont fait éclater les individualités les plus fortes. L'Antiquité en témoigne devant nous. L'identité-singularité s'épanouit sur l'humus de la première, entre sentiment et raison, traumatisme et grâce, leçon de vie et instinct de mort. Elle est l'intime qui n'appartient qu'à nous. Elle est la voix qui nous permet de résonner dans les couloirs du temps, de notre propre son, et d'apporter notre polyphonie à la grande symphonie. Ensemble, ces deux strates de l'identité permettent l'identité projection, la conquête de l'espace, le marquage du temps, la possession de la matière et la maîtrise de soi. Comme l'écrit en substance le philosophe Philippe Forget, Spartacus ne s'interrogeait pas sur son identité, il était. Il est normal que notre temps perde l'identité derrière l'identitaire, comme il perd le permanent derrière le fugace et le sérieux derrière le frivole. 50 ans au moins à refuser de se poser la question du type d'enfant que nous laisserons au monde, de disparition de l'envie de grandeur qui n'est rien qu'une sublimation de la pulsion de vie, d'acceptation que le dispositif et le processus, anciennes béquilles des hommes, en deviennent les maîtres, ont fait disparaître toute possibilité d'être. De là une fuite vers l'imaginaire, mais pas l'imaginaire comme murmure du permanent, du sacré de l'histoire, comme icône à briser pour se dépasser et bestiaire de forme à toujours renouveler, un imaginaire comme digestion de l'être par l'avoir et de l'action par la mélancolie. Digéré par la technique et la forme capitale, l'identitarisme met les songes à la portée de prise unique. On m'a fait savoir que prise unique, ça n'existait plus, mais je trouvais que c'était joli quand même. Perclus de désespoir, on n'aspire plus à exister au sens fort, mais à être reconnu sur le grand marché, non des identités, mais des droits créances lacrymaux. Plus de fin, plus de but, plus de comment. Donc face à la méga-machine, nous nous demandons
nous ne demandons qu'à nous voir reconnu le statut d'espèce protégée avec une petite rente afférente. Vous savez, le fameux « on a beaucoup souffert et on est chez nous ». D'accord? Cotisez à mon malheur. Nous noierons cet état de fait et la honte qu'il devrait nous apporter sous des rodomontades viriles et burnées. Tous les fameux « vous allez voir ce que vous allez voir » qu'on entend dans la droite identitaire ces 30 dernières années pour l'instant, sauf si mon ophtalmo m'a trahi, j'ai pas vu grand-chose. Notre identité s'appelle liberté. Tant qu'elle subsistera dans certains cerveaux hardis, nous pourrons espérer. Les signes de la sénescence de l'Occident sont le repli sur soi, la préférence du symbolique sur le réel et la logorée verbale. Ils peuvent se propager au monde entier. Si c'est le cas, l'humanité telle que nous l'avons connue ne sera plus. D'autres civilisations pourraient voir d'autres pathologies les saisir. Tout cela est possible. Mais la bataille contre la gnose du néant commence pour nous tous. Transmettre pour vaincre, et pour que l'homme ne s'efface pas de lui-même, sera le grand enjeu de notre temps. Comme l'écrivait Marie-France Garot, les Grecs savaient déjà qu'une cité qui veut conserver ses dieux et ses temples doit d'abord rester une entité libre sur la scène de l'histoire. S'il n'est pas de véritable conservation de son identité sans sa souveraineté, c'est précisément parce que l'autorité nationale a fait la synthèse des éléments ethniques avec les valeurs spirituelles et morales. Après tout, les Indiens dans leurs réserves gardant leurs plumes et leurs tentes ne sont assurés que d'une identité fort réduite dans un ordre national qui leur échappe. C'était ma contribution à ce sujet. Si je peux rajouter quelque chose aujourd'hui, c'est de vouloir clarifier certaines notions. Nous n'avons pas une semaine sans un débat à soubassement identitaire. Vous les voyez. Et pour des gens pour qui l'identité est importante, je n'ai jamais compris que personne n'hurle face à la confusion entre identité et débauche de pathologie mentale. De tous les côtés. De tous les côtés. Prenez un exemple de, nous sommes en plein conflit ukrainien, de ces gens qui pensent être quasiment aux côtés de Vladimir Poutine sur son dragon pour venir chasser, disons, toute l'anti-France d'Aubervilliers. Mais de l'autre côté, ceux qui pensent sincèrement que le Dniepr est une barrière de civilisation et la frontière naturelle des Européens. Européens, évidemment, ils ont un échantillon sur eux. Il suffit d'ailleurs d'en regarder quelques-uns. Ils sont parmi les plus beaux spécimens que ce que nous avons dans une part de la droite radicale, hein, qui, il est vrai, sont quasiment des gravures grecques. Si vous avez quelques visages à l'esprit, vous vous dites comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé à cette fuite dans les idées où, comme le futur est impalpable, comme l'avenir n'existe pas, comme il n'y a plus de projet, eh bien, on fait des comptes d'apothicaire sur « tu me dois ça ». Parce que j'appartiens à une identité meurtrie, identité dont la plupart du temps, l'impétrant ne sait absolument rien. Moi, j'ai vu arriver dans nos rangs l'inculture nationale. De gens, ils défendent la France, ils voient à peu près où c'est. Alors vous me direz, on n'a pas besoin de savoir pour aimer, c'est vrai. Mais ça aide quand même. Ça aide. Se battre avec les tripes, c'est bien. Sublimer par le cerveau les tripes, c'est mieux. Parce que des héros à tripes, il y en a plein les cimetières. D'accord? Or, je suis, si vous voulez, je suis extrêmement inquiet sur les duels de fantasmes
face à un avenir qui se dérobe. Vous voulez de voir le dealer de porte cochère qui pense être un compagnon de Saladin, alors que fondamentalement c'est un dealer de porte cochère et qu'au mieux il aimerait avoir le carnet de balles de Tariq Ramadan. Hein, vous savez, la fameuse poudre du califat, comme on l'appelle sur certains forums. Et c'est pas moi. Hein. Quand je vois des gens qui imaginent qu'ils vont ressusciter l'Occident, alors quand je lis des mecs qui disent que l'Occident a atteint le maximum de son acmé l'année où il a été attaqué, donc en 2001, alors que l'Occident était déjà sur la pente depuis longtemps, et que les mêmes vous disent, mais si on veut réexister, il faut quasiment qu'on refasse l'ordre occidentalo-centré et colonial, alors qu'on a déjà vendu les usines. On les a vendues, ils ne les ont pas volées à la Chine. Donc on a renoncé au prométhéisme réel, qui est la marque de l'identité dans la matière. Et maintenant on se plaint des conséquences de notre propre cupidité. Cette morale de mauvais perdants. Nous n'avons jamais été des mauvais perdants dans l'histoire. Et nous sommes en train de le devenir. Il ne faut pas oublier que beaucoup de débats identitaires sont des débats de ressentiment. Prenez le cas des pharaons électriciens. Comme débat de ressentiment, ça se pose là. Hein. On est d'accord. Ah, c'était... Mais malheureusement, ça, c'est drôle quand c'est Maître Gims. Il y a que ça de drôle chez Maître Gims. Mais tous ces ressentiments de l'ère coloniale, de pays qui ne sont pas arrivés à se développer par eux-mêmes, ça aussi c'est un problème identitaire. Mais de l'autre côté, cette non-sortie de la pensée coloniale qui marque une partie de nos élites, vous l'entendez à longueur de journée. Oui, vous savez, si la Chine prend Taïwan, il n'y aura plus de Gay Pride, alors il est grand temps qu'on y aille. Alors, quand c'était Jules Ferry, c'était quand même beaucoup mieux marqué par le français, hein, quand même. Hein. Il y a eu une... Hein, entre Jules Ferry et LCI, il y a eu quand même une... Il y a eu une légère baisse. Ça, je vous l'accorde. Le seul continent dans lequel j'ai pu vivre qu'un tout petit peu à l'étranger dans ma vie, et où je ne voyais pas l'air empuanti de débats identitaires, mais qui était plein d'identité par la création, c'était en Asie. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai entendu le minimum de ressentiment. Une partie même des élites occidentales en est plein. Vous le voyez dans la guerre contre certaines puissances émergentes. Vous vous rendez compte? Ces hommes qui veulent faire des enfants et manger du bœuf. L'horreur, presque le nazisme. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est la haine de ce que nous sommes devenus pour ce que nous étions. Qu'est-ce qu'on reproche à une partie des États émergents? On leur reproche de ne pas nous avoir suivis dans la destruction anthropologique que nous avons enclenchée et que nous nous sommes infligés. Ils n'y sont pour rien. Et ce n'est pas en allant mourir pour Kiev que vous allez ressusciter Churchill. À un moment, là, vous voyez, quand on ne peut plus marquer le réel, on a des duels d'imaginaire. Mais d'un certain imaginaire, vous voyez ce que je veux dire? Pas l'imaginaire qui vous grandit, mais l'imaginaire qui ressasse. Vous savez? Comme ces gens à qui vous faites une crasse et qui, 20 ans après, ils n'ont pas arrêté de penser à vous. Vous leur avez fait perdre 20 ans de leur vie. Et en réalité, ils vous y ont aidé. Ben, c'est pareil. Les duels identitaires, c'est pareil. Alors qu'objectivement, il y a un grand marquage de la matière à faire par nos identités respectives dans le monde qui vient. C'est pour ça que j'ai écrit que notre identité s'appelle liberté. Au lieu de regarder la mémoire venimeuse
au lieu de nous plaindre de la dissociété et de la dissolution de tous les liens, ce qui en réalité est un inconscient religieux, c'est ça qui nous manque. Comme pour parler comme Régis Debray, cette phrase magnifique que je cite assez souvent, passer du tas au tout, c'est ça qui nous manque. C'est cette chaleur-là qui nous manque. Mais au lieu de vivre avec ce syndrome du manque et ce syndrome quasiment du membre manquant, il faut retourner dans le faire. C'est là, en gravant l'histoire, que nous retrouverons une identité, une véritable identité. Pas oui, faut pas mettre de halal dans le quick parce que le halal c'est pas moi je suis pour le quick non halal. Non, à la base c'était pas pour le quick du tout. Oui, mais quand même. Vous voyez, je vous rappelle quand même que tous les mouvements de droite, de mouvements identitaires en France commencent sur l'affaire des quick halal. Voilà, historiquement. Pour l'avoir vécu, c'était légèrement croquignolet. Ultime point. Là, je suis en accord, mais en accord modéré, avec un intellectuel d'ordinaire beaucoup mieux inspiré, qui est François Julien. François Julien, quelqu'un voit qui c'est? Sinologue, helléniste, philosophe. Un grand esprit de notre temps, mais écrit un ouvrage sur Il n'y a pas d'identité culturelle. Et on voit qu'il est très mal à l'aise parce que quand on est helléniste et sinologue, pour un peu connaître la Chine, aller leur dire qu'ils n'ont pas d'identité, ça va être court mais intense, très intense. En réalité, nous nous perdons face à des notions que nous ne maîtrisons plus. Je lui emprunte, je vais en rajouter une, mais je lui emprunte les 3 premières notions qu'il étudie. Mais je vais un peu les dévier par rapport à ce qu'il en dit. Si nous n'arrivons plus à nous regarder, c'est pour ça, par exemple, que nous avons des pathologies de l'identité. Parce que l'identité, selon ces 3 strates que j'ai essayé de vous expliquer, certaines strates manquent, certaines strates ont disparu. À cause de quoi? À cause de ce qu'on pourrait appeler la querelle de l'universel. En réalité, l'Occident pense qu'il est pas une civilisation, mais qu'il est la civilisation, et que les autres doivent suivre. Mais comme le disait très bien Françoise Bonnardel, quand vous vous décentrez de votre propre monde, vous n'êtes plus un monde. Et à force d'avoir trouvé le plus petit dénominateur commun pour élargir notre universel, nous n'avons pas créé d'universel. Nous avons créé de l'uniforme. Ce n'est pas la même chose. Nous avons digéré ce que nous étions par le marché et la technique. Pour preuve, que disait-on dans les années 90 face au problème d'assimilation en France? Ils boiront du coca, ce seront de bons Français. 20 ans plus tard, alors certainement à cause d'un problème boursier, Coca à haute, ça a été les Nike. Ça, les voies du divin marché sont impénétrables. Évidemment, cette destruction par le marché et la technique, cette uniformité, a provoqué les pathologies de l'identité. Parce qu'à un moment, on veut redevenir soi. Et ça vaut pour nous, ça vaut pour le monde arabe, ça vaut pour l'Asie, ça vaut pour tout le monde. Comme le disait très bien Régis Debray, plus dans un pays, plus vous planterez de Coca-Cola, plus vous aurez d'ayatollah. Ben, c'est assez vrai. La morale identitaire est juste. Nous vivons des temps de dépossession. Et quand on essaye de déposséder des populations entières, y compris démographiquement, ce qu'on appelle un stress démographique, c'est tout à fait normal.
eh bien, vous avez un phénomène très classique de régression agressive. Le seul moyen que nous avons de nous en sortir, pour éviter non pas un clash des civilisations, d'ailleurs dans un sens qui n'est pas celui d'Huntington, mais celui de Bernard Lewis. Pas un clash violent, il n'y aura pas, enfin si vous voulez, 300 millions d'arabo-musulmans ne vont pas se jeter sur l'hospice européen avec des duels de déambulateurs, tout ceci. Je sais que ça fait fantasmer beaucoup de gens, mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ce que nous risquons, c'est un épuisement mimétique de toutes les populations qui, à la recherche de leur identité, vont être dans une espèce de haine croisée qui va tous nous épuiser. D'ailleurs, vous voyez les débats identitaires, que ce soit les nôtres ou que ce soit ceux des autres, épuisent. Ça nous bouffe de l'énergie. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, on ne marque pas identitairement ni le temps, ni l'espace, ni la matière. On n'est pas dans la seule identité qui vaille, qui est l'identité créatrice. Vous voyez ce que je veux dire? À travers cette uniformité, nous avons détruit une notion centrale qui était dans notre culture, qui est la notion de singularité. Mais la singularité n'est possible que quand il y a un tout, pas quand il y a un tas. Vous voyez? Une collection d'individus digérés par la matière, par l'ego et par le marché ne seront pas des individus singuliers. Vous le voyez tous les jours. Dans nos sociétés dites libres, qui n'ont jamais été aussi newtonières, tout à fait classiques. Le seul moyen, c'est contre-intuitif, je l'entends, mais le seul moyen de retrouver des singularités, c'est de retrouver des collectifs forts. Entendons-nous sur le terme de force. Un collectif fort, ce n'est pas une caserne, ce n'est pas une termitière. En ce sens, je suis assez partisan de la thèse d'Emmanuel Todd selon laquelle l'islamisme politique, en réalité, était un aveu de faiblesse et non un aveu de force. La force, je vous le rappelle, en tout cas dans la doctrine qui est la nôtre, en tout cas celle qui illustre les miens, c'est cette phrase de Thierry Molnier: un État fort est un État qui peut supporter le maximum de liberté en son sein. C'est ça, la force. C'est la force au sens de Gusdorf. Ce n'est pas la force viriliste. Moi, je ne suis pas un homme soja, je bouffe 3 entrecôtes par jour et je suis l'avenir du monde blanc. Ça n'a pas de sens. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans. Il y a 2-3 camarades psychanalystes et psychiatres qui voient déjà une partie de leur avenir pécunier dans une partie de ces délires identitaires, et ils ont bien raison. Je les salue, ils sont au fond de la salle. Donc, non, mais il n'y a pas de petit profil. Hein, il n'y a pas de petit profil. Donc, si nous n'arrivons pas à retrouver à retrouver ce commun, c'est là où je diffère profondément de François Julien. Parce que pour lui, le commun ne doit pas se faire par assimilation. Bien sûr que si. Mais pour lui, l'assimilation, c'est le déracinement. Ce faisant, il appartient à la gauche moderne, pour qui une volonté d'aller vers un collectif émancipateur plus grand par rapport à la communauté ou la tribu qu'est la nation est une marque de l'extrême droite. D'ailleurs, comme à peu près tout, le savoir lire, savoir écrire, la grammaire, les échecs, les mathématiques, enfin, si vous voulez, n'hésitez pas à mettre dans le petit boîtier à la sortie vos idées pour ce qui n'est pas d'extrême droite, ça ira. Non, parce que maintenant, on cherche ce qui n'en est pas. Mais, bien évidemment que ça se fait par assimilation. Parce que l'assimilation n'apporte pas l'uniformité. C'est là l'erreur. Elle apporte la possibilité d'un commun différent.
Parce que comme vous voulez entrer exactement comme on entre dans une famille, tous ceux qui ont eu la chance ou la malchance d'avoir des beaux-parents ici le savent, quand on entre dans une famille, on plie à certaines choses et on apporte certaines choses. Vous voyez, l'assimilation, c'est ça. La seule chose, c'est qu'on ne fait pas plier le collectif à sa volonté. On accepte de devenir une part d'un nouveau tout. L'assimilation, c'est ça. Ce qui, au passage, est la définition française du fait assimilationniste. Là où, malheureusement, j'ai passé 5 ans au Parlement européen, il y a une définition de l'assimilation, c'est-à-dire l'assimilation, c'est la manière dont la société d'accueil, c'est dans les textes communautaires, va faire une place dans ses mœurs à elle aux nouveaux arrivants. C'est-à-dire que venez comme vous êtes. Il y a eu des pays où, pour avoir un peu été bien connaître la question libanaise, parfois le venez comme vous êtes se termine mal. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça c'est l'épisode d'après, je ne vais pas vous le spolier. Je pense que malheureusement, certains d'entre vous vont le vivre. Donc, loin de moi l'idée de vous gâcher le plaisir. Alors que le seul moyen que nous avons de nous en sortir est justement d'aller vers un commun nouveau, restauré et restauré dans sa force, pas pour le commun en lui-même. C'est beau un commun en soi, mais pour que des individus puissent être réellement libres à nouveau. Vous savez, là, on a eu une étude sondagière sortie il y a 2 semaines, très intéressante. 40%, 4 Français sur 10 interrogés reconnaissent n'avoir aucune personnalité face à un débat théorique. Moi, ce que j'en pense, ça dépend d'où est le manche. Vous voyez, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Je vous rappelle que toute la grande tradition scolaire française a été faite contre ça. Et quand on en arrive là, c'est un échec lamentable. De même, nous créons aujourd'hui, et nous en avons un très bel exemple à la tête de l'État, des gens qui n'ont de personnalité que de ruse, qui sont des pâtes à modeler vivantes, qui vous donnent autant de visages qu'il y a de regards pour les voir. Si, il en est un. Toute personne qui l'a approché l'a vu. Ça veut dire une destruction identitaire à l'échelle industrielle. Notre camarade qui est venu faire cette très belle conférence sur psychanalyse et politique l'a analysé très finement dans ses mots. Et le seul moyen que nous ayons de refaire ces communs, c'est soit d'attendre qu'un événement fasse par cautérisation un nouveau commun. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des moyens de faire des communs, ça s'appelle le sacrifice. C'est triste, hein. Mais soit ce sera ça, soit, et ce n'est pas impossible, la France l'a déjà vécu dans les années 1870, qu'on a appelé la réforme intellectuelle et morale. L'Occident l'a déjà vécu, c'est ce qu'on appelait la Renaissance. Soit certains hommes et certaines femmes décidés diront une fois pour toutes que la pourriture de la société s'arrêtera à eux et qu'ils porteront la vie, d'une manière ou d'une autre, à la génération suivante. C'est les choix qui sont en face de nous. Et je l'espère en tout cas, nous y participerons modestement, car malheureusement, une fois encore, et ce ne sera pas la première fois dans l'histoire de France, la plus belle marque de l'identité, ce sera la liberté ou la mort. Merci à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.